bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment favoriser le dialogue entre école et entreprise, notamment pour favoriser l'orientation et l'insertion. Qu'est-ce que ces deux univers ont à apprendre l'un de l'autre? On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Véronique Blanc. L'anti-sèche d'Amal Laoui, la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, c'est aujourd'hui la fête de la musique, 21 juin. C'est aussi les 40 ans de cette fête de la musique et à cette occasion, de nombreuses initiatives sont menées dans les écoles. Amal vous dira tout. L'heure de la récré, toujours avec Amal. On va refaire un match, le match nounou contre parents. Et puis Marie-Olivier nous rejoindra pour son cours particulier autour d'une plateforme qui vise à initier à l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge les enfants, les élèves, grâce à des enseignants qui ont créé cette plateforme. La quotidienne de School TV, c'est parti, Grand Oral. L'école, l'entreprise, deux mondes qui jouent à je t'aime, moi non plus. Je t'aime quand il s'agit de parler orientation et insertion professionnelle, a fortiori dans l'enseignement technique et professionnel. Moi non plus quand l'école a l'impression qu'on lui demande de s'adapter à la demande, de former non pas des citoyens mais des futurs salariés. Alors comment amener ces univers à dialoguer? C'est ce que s'emploie à faire depuis bien longtemps Véronique Blanc, invitée de notre Grand Oral. Véronique, bonjour. Bonjour. Alors je dis depuis bien longtemps parce que vous avez créé en 2013 les rencontres, je le fais par cœur, école-entreprise, R2E. Oui, effectivement. Qui était le fruit d'une expérience de terrain. Vous avez été vous-même enseignante, je crois, pendant plus de 20 ans, oui, dans un BTS qui s'appelait MUC. Et vous savez tout. Mais je sais tout. Non, je révise, je me fais des anti-sèches. Qui ensuite est devenu le BTS Action Co, le célèbre BTS Action Co. Alors comment, de cette expérience, vous vous dites à un moment, je vais sortir de la salle de classe et je vais essayer de régler le problème au niveau, si ce n'est national, du moins académique en ce moment, mais même national avec cette assoce? Alors, effectivement, c'est un cheminement, le sujet de la relation école-entreprise. En ce qui me concerne, je ne pensais pas qu'on allait revenir sur mon parcours. Ah bah mais si, voilà. si, quand même. Merci de le souligner. Effectivement, comme vous le disiez, j'ai enseigné pendant une vingtaine d'années en BTS. Et donc, je me suis trouvée confrontée, notamment en tant que jeune prof, à la problématique d'organiser, de permettre à mes élèves, à mes étudiants d'aller en stage dans les entreprises. Donc, c'était une première confrontation avec le monde économique. Et vous ne connaissiez pas à l'époque, par exemple? Et je sortais... vous avez fait normal subcassant, très belles études, brillantes, voilà. Oui, c'est ça. Et donc... jamais vu une entreprise de votre vie? J'avais fait des stages quand même. Voilà, j'avais fait un mois de stage parce que c'est dans le cursus de l'école. Mais je ne connaissais pas plus que ça. J'avais travaillé l'été comme tout le monde. Et d'ailleurs, je trouve ça important. Comme pas tout le monde, mais comme beaucoup de personnes. Beaucoup de gens, ouais. Donc voilà, ça m'avait alertée. Et donc, quand je suis devenue enseignante, étant confrontée à la problématique, j'ai mis en place tout un tas de solutions, voilà, pour me rapprocher du monde économique. Et au bout d'une quinzaine d'années d'expérience, eh bien, j'ai effectivement créé une structure avec des collègues avec lesquels on organisait des rendez-vous sur l'Académie de Créteil, donc permettant des rencontres entre nos collègues et les entreprises, notamment sur des sujets entrepreneuriaux. Des rencontres parce que vous dites que l'essentiel des dysfonctionnements ou des larcènes qu'il peut y avoir dans la relation entre le monde de l'école, le monde de l'entreprise, c'est lié à des malentendus, en fait. C'est votre conviction profonde, c'est ça? C'est vraiment... Qui repose sur quoi? Alors j'ai essayé de les schématiser en introduction, mais... Alors, c'est une conviction profonde et on le vérifie en permanence. En permanence, ouais. Je l'ai vérifié à tous les différents niveaux auxquels j'ai pu travailler. Au niveau donc de l'établissement, lorsqu'on rencontre des entreprises pour les stages, au niveau académique, au niveau associatif, Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent les collègues enseignants vous disent quoi? On ne va pas former des salariés corvéables à merci. Certains, bien sûr, ouais, sont sur cette posture-là, mais ils sont nombreux aussi à se dire bon, ok, il faut être attentif parce que l'idée c'est pas de laisser faire tout et n'importe quoi, mais ils se disent effectivement, on a les sujets, vous l'avez rappelé en introduction, le sujet de l'orientation, le sujet de l'insertion professionnelle, donc il faut trouver les moyens de travailler ensemble de façon transparente, de façon méthodique,
au profit donc de ces jeunes, de leur insertion, de leur orientation. Et Véronique, il y a les stéréotypes du monde de l'éducation vers l'entreprise, mais ça marche dans l'autre sens aussi. Ça marche absolument dans les deux sens. Au début, vous avez eu du mal à convaincre les entreprises, qu'est-ce qu'elles vous disaient? Au début, elles étaient très étonnées que je débarque. Une prof débarque en disant... Voilà, que je débarque avec une petite carte de visite que je m'étais faite, imaginez, c'est il y a 30 ans, donc je m'étais faite moi-même, il n'y avait pas certaines technologies, voilà, avec un logo, etc. Bon, bref, la bricole. Et progressivement, en fait, tout ça a évolué. J'étais dans un établissement où j'avais des collègues extrêmement aussi actifs, proactifs sur le sujet. Avec vous n'étiez pas seul, en fait. Absolument pas, absolument pas. Et donc voilà, on a tous ensemble mis en place des façons de fonctionner pour aller trouver des stages pour nos élèves et même pour envoyer nos élèves en stage à l'étranger. Alors on va parler de ce que vous mettez en place pour les lycéens. Vous organisez aussi des concours pour eux, il vient d'y en avoir un. On en parle juste après l'anti-sèche, si vous le voulez bien, l'anti-sèche. Amal Laoui. Et l'anti-sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes scolaires. Amal, bonjour. Bonjour Emmanuel. Actualité anniversaire, les 40 ans de la fête de la musique. Oui, un rendez-vous populaire et gratuit pour célébrer la musique qui a lieu chaque année depuis 82. Et la première fête de la musique a eu lieu le 21 juin 1982. Pourquoi ? Eh bien, parce que le 21 juin, c'est le jour le plus long de l'année, solstice d'été. En tout cas, cette fête a été imaginée par Jack Lang, qui était ministre de la Culture à cette époque, avec Maurice Fleuret, son directeur de la musique et de la danse, et Christian Dupavillon, architecte scénographe. Et on sait d'où leur est venue l'idée ? Alors en 82, en fait, il y a une grande enquête sur les pratiques culturelles des Français qui est menée par le service des études et de la recherche du ministère de la Culture. Et cette équipe, eh bien, elle montre que 5 millions de personnes, dont un jeune sur deux, jouent d'un instrument de musique, alors que les manifestations musicales organisées jusqu'à présent ne concernent qu'une minorité des Français. Et à la suite de cette enquête, eh bien, Jack Lang, Christian Dupavillon et Maurice Fleuret imaginent une grande manifestation populaire dont le but est de permettre à tous les musiciens de s'exprimer et de se faire connaître. L'idée, en fait, on connaît bien maintenant. Oui, c'est de proposer aux Français de jouer et d'écouter gratuitement de la musique dans les rues partout en France. Et alors, ce qu'on sait parfois moins, c'est qu'elle s'est exportée, cette fête de la musique. Ça s'est exporté rapidement. Elle a eu un tel succès en France que l'événement s'exporte d'abord en Europe. En 85, la première célébration de la fête de la musique hors hexagone a lieu à... Alors là... À Athènes. Ouais, puisque la ville avait été élue cette année la capitale culturelle européenne. Et le président de la République de l'époque, François Mitterrand, est même présent pour l'occasion. Il prononce un discours pour inaugurer donc cette première édition en Grèce. Alors désormais, la fête de la musique, elle est célébrée dans 120 pays. Et en 40 ans, eh bien, cette fête a acquis une véritable renommée internationale. Comment on l'appelle? C'est pas les Anglais, la fête de la musique. Alors, il y a Make Music Day au Royaume-Uni, Fiesta della Musica en Italie, Święto Muzyki en Pologne ou encore Art dans la ville pour le Québec. Beaucoup de concerts organisés en France. Oui. On a une idée d'ailleurs, parce qu'on a l'impression que tout le monde descend en bas de chez soi. Eh bien, il y a environ chaque année 18 000 concerts qui sont organisés et qui rassemblent 1 million de musiciens et de chanteurs amateurs pour 10 millions d'auditeurs, avec une moyenne d'âge de 15 à 25 ans. Événement qui peut aussi être suivi à distance, à la télévision, à la radio ou encore sur Internet. Événement qui est aussi célébré à l'école. Oui, c'est pas une obligation, mais les écoles et les établissements scolaires volontaires peuvent participer à la fête de la musique. De nombreuses écoles organisent des représentations, des concerts en extérieur ou dans les salles de spectacle. Et cet événement, eh bien, il permet de valoriser le travail des écoles, des collèges et des lycées qui font vivre l'enseignement musical en classe ou dans les cadres d'activités périscolaires et de mettre en avant, eh bien, les projets musicaux. Et notamment, j'imagine, de valoriser les chorales qui sont censées avoir été soutenues. Oui, on le rappelle, le plan choral a été lancé le 11 décembre 2017 par le ministre en charge de l'Éducation nationale et de la culture pour le développement des chorales sur le temps scolaire. Et pour mettre en avant ces chorales, eh bien, il y a par exemple le festival École en chœur qui est organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il a lieu jusqu'au 30 juin, donc pendant la fête de la musique, et a pour objectif de valoriser les projets chorales réalisés par les professeurs avec leurs élèves dans les écoles, les collèges et les lycées, et à encourager la création de chorales scolaires. C'est tous les jours la fête de la musique. C'est tous les jours la fête de la musique à l'école. Vous allez descendre chanter une petite sérénade en bas de chez vous le 21 tout à l'heure? Non, pas vraiment. D'accord. Je ne chante pas très bien. Non. Mais voilà. Vous peut-être. Non, alors ça, je ne vous le conseille pas. Amal, merci. On se retrouve dans quelques minutes pour la récré. Reprise du Grand Oral. Véronique Blanc.
Véronique Blanc qui a fondé en 2013, pas encore 40 ans, l'association des rencontres entreprises enseignantes. Sa mission, faciliter les échanges entre les enseignants et le monde de l'entreprise et inciter les jeunes à devenir entrepreneurs. Elle est l'invitée de notre grand oral. On le disait juste avant l'Anti-Sèche d'Amal. Vous organisez des concours pour les lycéens, notamment, il y en a un qui vient de se terminer. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai organisé, c'est dans le cadre de cette association que j'ai créée il y a une dizaine d'années. Ouais. Effectivement, ça fait partie des missions de l'association d'organiser des concours. Et donc, il y a un concours qui s'est tenu sur le grand oral. Donc, pour aider les jeunes lycéens de la voie générale et de la voie technologique à réfléchir à leur parcours d'orientation et donc à faire un petit pitch de quelques minutes pour présenter leur parcours d'orientation. Parce que maintenant, ça fait partie du grand oral. Absolument. La fin du grand oral porte là-dessus, sur le parcours d'orientation. Exactement. Je les ai un peu regardés, ces pitchs, c'est assez spectaculaire. Ils se mettent en scène à travers leur projet de manière très convaincante. C'est important pour l'école d'apporter ça aujourd'hui ? Oui, c'est très important. On sait à quel point c'est important de pouvoir s'exprimer de façon aisée, d'avoir suffisamment d'éloquence, de pouvoir argumenter. Donc c'est très important, effectivement. Quelles sont les compétences transversales, les compétences stables que l'école peut transmettre et qui préparent au monde de l'entreprise? Parce que parfois, les patrons eux-mêmes ne savent pas, à 18 mois, 2 ans près, exactement de quel profil ils auront besoin. Donc, et l'école, elle ne peut pas changer les programmes tous les 4 matins. Donc, c'est quoi ces compétences transversales? Alors effectivement, lorsque l'on rencontre les acteurs économiques, ils nous parlent beaucoup de la nécessité de ces compétences transversales, de ces soft skills. En bon français. En bon français, voilà. Et, les compétences douces. Les compétences douces. Donc c'est particulièrement important, effectivement, parce que ce sont des compétences de créativité, d'innovation, d'esprit d'équipe, de confiance en soi. Et donc, ce sont des compétences dont on a besoin tout au long de sa vie, en particulier pendant son parcours professionnel. Mais est-ce que je fais erreur ou il n'y a pas une option management et gestion en seconde qui prépare un petit peu à ça, autour à la fois de projets collectifs et finalement de l'entrepreneuriat aussi Oui, parce que derrière, effectivement, on peut développer ces compétences en faisant jouer les élèves, en les faisant jouer à l'entrepreneur. Et effectivement, cette option management et gestion en seconde, elle permet aux enseignants de faire travailler les jeunes lycéens en petits groupes et de les faire travailler sur un projet, de leur dire, trouvez une idée d'entreprise ou d'association et mettez en place toutes les étapes de l'idée à l'action. Et c'est exactement la définition de l'esprit d'entreprendre, de matérialiser vraiment et de mettre en œuvre. Et donc, ils travaillent en groupe et donc, ils ont une idée. Et donc, ils développent de la créativité, l'autonomie. Ils s'organisent entre eux. Ils élaborent un business plan. Ils communiquent sur les produits qu'ils ont imaginés ou les services qu'ils ont imaginés. Ils trouvent un nom de marque pour leur entreprise. Et là, on a croisé toutes ces fameuses compétences douces dont vous parliez. Absolument. On croise toutes ces compétences et ça se fait pour le coup en douceur, à travers le fameux learning by doing, en fait. Apprendre en faisant. On est exactement là. L'apprentissage, comme les compagnons faisaient aussi, exactement. Les compagnons du Tour de France, ça remonte à il y a longtemps. Beaucoup de jeunes diplômés aujourd'hui, alors là, on n'est plus du tout dans le secondaire, on est dans le supérieur, mais beaucoup d'entre eux parlent de mal-être au travail, dénoncent ce qu'ils appellent le travail qui ne sert à rien, les bullshit jobs. On a vu encore des diplômés d'AgroParisTech, mais HEC l'a fait aussi, lors de la remise de diplôme, dire nous, on n'a pas envie de la chair à canon pour des entreprises qui polluent. Est-ce que c'est plus dur de vendre, entre guillemets, le monde de l'entreprise aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Alors, je dirais, c'est différent. Parce que les jeunes, effectivement, vous parlez du climat et de ces enjeux. Du climat, des enjeux, de l'expérience AgroParisTech, du sens au travail. Ils sont beaucoup plus exigeants, ils vont être beaucoup plus regardants sur, effectivement, le sens que va avoir leur action dans l'entreprise. Et une fois qu'ils sont rassurés sur un certain nombre de choses, ils y vont, mais à fond, en fait. Donc là encore, votre credo, la rencontre. La rencontre. Lever les malentendus. Absolument. Lever les malentendus, c'est vraiment le point central. Le point central. On va essayer de lever un énorme malentendu, si vous voulez bien, Véronique. C'est le malentendu entre les nounous et les parents, la récré. On
On se retrouve à Mal pour une récré avec une assistante maternelle qui fait face au laxisme des parents. Vous riez déjà. Au laxisme des parents. On l'appelle comme on veut, en tout cas vidéo d'une assistante maternelle qui nous montre sur le ton de l'humour l'accueil d'un enfant qu'elle garde. Regardez. Bonjour. Alors oui, non, Timéo là, il est venu déguisé parce que depuis hier soir, il dort avec son déguisement, il veut pas le lâcher, donc j'ai pas voulu le contrarier. Évidemment, ça marche. Bonne journée, au revoir. Tu viens? Bonjour. Bonjour. Oh, qu'est-ce que c'est tous ces jouets? Oui, il a voulu prendre tous les jouets de sa chambre. Vous savez comment il est? Ah, mais il en a fait beaucoup là. Bah oui, toute sa chambre. C'était ça ou des pleurs. D'accord. J'aime pas trop quand il pleure. Très bien. Bonjour. Qu'est-ce que tu manges? Oui, monsieur n'a pas voulu déjeuner ce matin, mais il avait faim en arrivant. D'accord, évidemment. Bonjour. Alors, pas de réveil ce matin? Non, du tout. C'est juste qu'il était vraiment fatigué. Il voulait dormir un peu plus ce matin, c'est pour ça. Ah bah oui, évidemment. Il a que 27 mois, il est encore petit. Ça marche. Oui, merci d'avoir répondu aussi vite. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de grave? Non, rien de grave. Ah, mais il fait peur. Qu'est-ce qui se passe du coup? Juste, comme j'ai vu que chez vous, vous n'aimiez pas le perturber, en fait. Vous aimez bien céder à tout ce qu'il demande. Voilà, il ne veut pas rester. Ah oui, mais non, mais comment il a décidé. Hein. Bon, il y a maintien de salaire, évidemment. Ah oui, mais non, je suis pas d'accord là. Il va avec maman. Ah mais non, mais je peux pas là. Vous le gardez, vous le gardez. Ça me fait mal au cœur. Bon. Il n'y a pas d'autre manière d'éduquer, non? Non, mais alors ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation positive. Plutôt que le laxisme, alors la discipline positive est basée sur la psychologie d'Alfred Adler, médecin et psychanalyste autrichien, fondateur de la psychologie individuelle. Et le docteur Adler a été le premier dans les années 20 à importer aux États-Unis l'idée d'un enseignement à la parentalité. Et selon sa théorie, eh bien, les enfants doivent être traités avec respect. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on les laisse tout faire. Oui, voilà, c'est pas une éducation laxiste où tout est permis, mais l'idée, eh bien, c'est de conjuguer fermeté, bienveillance, encouragement et coopération pour aider l'enfant à devenir un adulte épanoui, responsable et autonome. Alors la discipline positive, c'est donc une méthode respectueuse, elle n'est ni permissive ni punitive, qui propose aux adultes un ensemble d'outils pour développer donc chez l'enfant le sens des responsabilités, l'autonomie, le respect mutuel et l'envie d'apprendre. Et donc ce qu'on précise que c'est quand même pas exactement ce qu'on a vu sur cette vidéo qui se moque de l'éducation positive, qui elle a ses avantages. Oui, elle respecte les enfants et les adultes, elle établit la confiance et renforce les relations. La discipline positive développe aussi et maintient l'estime de soi. Elle apprend aux enfants à gérer leurs émotions, elle apprend aux enfants à gérer le stress de manière saine et elle permet aussi aux enfants de bien comprendre qu'ils ont du pouvoir ou de l'influence sur ce qui leur arrive dans la vie. Merci beaucoup Amal pour cette récré Nounou contre parents. On retrouve Véronique Blanc, Grand Oral. Des concours pour aiguiser la fibre entrepreneuriale des lycéens, des formations pour les enseignants et pour les responsables d'entreprise. Depuis bientôt 9 ans, les R2E, rencontre économie... joli lapsus, rencontre école-entreprise. Il y a de l'économie dedans quand même. Ces rencontres œuvrent à une meilleure compréhension entre école et entreprise. Et on en parle avec leur cofondatrice Véronique Blanc. Les enseignants qui rentrent dans des dispositifs que vous proposez, qu'est-ce qui les motive? Alors, ils sont très motivés par comprendre le monde économique qui les entoure, qui nous entoure tous, parce que voilà, c'est quand même compliqué, le monde est complexe. Et ensuite, ils ont le souci que ce soit utile pour leurs élèves. Nous avons, quand nous organisons... Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont réinterroger aussi leurs propres pratiques pédagogiques Oui, et ils vont pouvoir utiliser des informations, des expériences qu'ils auront vécues à travers une immersion en entreprise ou des rencontres avec des cadres d'entreprise, dans leurs cours parfois directement en fonction des disciplines qu'ils enseignent, où ils vont pouvoir enseigner mieux leurs élèves quand ils vont leur poser des questions sur le monde économique en général. C'est très très vaste en fait, les possibilités. Et effectivement, pendant 8 ans, j'ai piloté un service qui est actuellement à la Direction générale de l'enseignement scolaire, qui propose des immersions d'enseignants dans les entreprises, ça s'appelle le CEFPEP, Centre d'études et de formation en partenariat avec les entreprises et les professions. Et donc, on voit clairement des enseignants très intéressés lorsqu'on leur propose de venir visiter ou de venir plusieurs jours dans une entreprise
Alors, il y a des secteurs qui ont plus de succès que d'autres. Le secteur du numérique, par exemple, a un énorme succès. Il y a des centaines de demandes pour... Ce qui tombe bien parce qu'on a besoin de bras et de cerveau, et notamment de bras et cerveau féminins d'ailleurs. On a un mal fou à féminiser, alors qu'il y a vraiment plein de boulot. Oui. Alors, ce qui tombe moins bien, c'est que pour l'industrie, c'est un petit peu plus compliqué. Alors qu'il y a des besoins. Alors qu'il y a des besoins énormes. Donc, il y a des enseignants intéressés, mais... Voilà, c'est plus compliqué de faire venir un enseignant sur ces sujets-là. Parce que l'industrie a toujours l'image de... les gens ils voient quoi, Zola Je pense. Ouais. Je pense qu'on a encore... On ne se rend pas compte qu'une usine, aujourd'hui, quand on en visite, c'est plutôt propre, c'est plutôt assez robotisé, c'est moins fatigant. Ce qui ne veut pas dire que les métiers ne sont pas durs, hein, bien évidemment. Bien sûr, mais effectivement, on ne mesure pas l'évolution tant qu'on ne visite pas une entreprise ou qu'on n'a pas une rencontre, des échanges concrets avec des acteurs industriels. On ne mesure pas. On a beaucoup de mal à mesurer ça. Votre grande conviction que c'est l'immersion qui permet de résoudre ces problèmes-là. Sur le plan pédagogique, sur le développement de ces compétences dites douces ou transversales, est-ce que quand même l'enseignement technique, l'enseignement professionnel, j'allais ajouter l'enseignement agricole là-dedans, ne sont pas un petit peu en avance sur l'enseignement général quand même ? Alors, il est vrai que, donc au niveau je dis les choses poliment, hein, parce que comme vous êtes conseillère de recteur, je me dis, elle ne va pas vouloir me répondre trop, mais voilà. Non, il est vrai qu'effectivement, dans mes missions actuelles au sein de la région académique Île-de-France, et en particulier mes missions vis-à-vis des lycées professionnels, il y a des habitudes de travail, et forcément, quand ça aide. Ça aide. Ouais. Ça aide, évidemment, puisque quel que soit le diplôme CAP, Bac Pro sur lequel on est formé, eh bien, il va y avoir besoin, aussi bien au niveau de l'enseignant, d'aller en entreprise pour mettre à jour ses propres connaissances, et besoin de faire le lien avec les immersions des jeunes, les stages. Et les enseignants, dans la voie professionnelle, sincèrement, ils font un travail juste... assez remarquable. Remarquable. Et avec des dispositifs pédagogiques assez remarquables, dont l'enseignement général pourrait bien s'inspirer. Je fais les phrases pour vous, là, mais parce que... Elle ne veut pas se brouiller, il faut la comprendre. Mais dont l'enseignement général s'inspire aussi. De plus en plus. De plus en plus. Super. Dans le centre dont je vous parlais, c'est le CEFPEP. On avait des enseignants de discipline générale qui sont volontaires pour faire des immersions. Véronique Blanc, les R2E et un projet qui est venu finalement du terrain quand vous étiez professeur pendant de longues années. On va vous présenter un autre projet venu du terrain et c'est Marie-Olivier dans son cours particulier qui va vous le présenter. Amal, merci beaucoup. Cours particulier, Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On va parler aujourd'hui de l'initiation à l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge avec une plateforme qui s'appelle eKids. Oui, eKids est un outil pédagogique qui vise à accompagner les enseignants de collège, de lycée, mais aussi de primaire à mettre en place des projets entrepreneuriaux avec leur classe. De primaire, c'est un peu jeune pour monter sa boîte, non ? Non, figurez-vous que les créateurs d'eKids se sont inspirés du Québec, où les enseignants commencent dès la maternelle à encourager l'entrepreneuriat. Apparemment, plus on commence tôt, plus on répète les expériences entrepreneuriales, plus on cultive finalement l'esprit d'entreprendre. Qui sont-ils ces créateurs de eKids alors ? Alors au tout début, il y a 20 ans déjà, c'est un professeur de technologie d'un collège de Dunkerque qui avait mené un projet de création d'entreprise dans sa classe de 4e. Puis BGE Flandre Création s'est emparé de cette idée pour la développer et accompagner les enseignants à développer l'esprit d'entreprendre dans les classes. Et ce n'est pas anodin parce que BGE, c'est le premier réseau associatif d'entrepreneurs à but non lucratif dont fait partie BGE Flandre Création. Donc c'est basé à Dunkerque et dans la commune des Hauts-de-Flandre. Et le but de BGE, c'est vraiment de démocratiser l'acte d'entreprendre. Et pour ça, ils disent qu'il faut commencer dès l'enfance et avec les plus jeunes. C'est ça, la sensibilisation à l'entrepreneuriat dans les écoles, mais aussi dans les quartiers, est l'un de leurs fers de lance. Bon, je sais que la question qui vous brûle les lèvres maintenant, c'est de savoir ce qu'est eKids. Qu'est-ce qu'eKids ? Voilà, je savais. Marie, on dit ça. Vous n'en pouviez plus. eKids, c'est un outil pédagogique à destination des professeurs. Donc c'est payant, mais qui est reconnu par l'éducation nationale. Ouais. Il contient des ressources pédagogiques en ligne pour accompagner les professeurs dans la gestion d'un projet entrepreneurial en classe. Il contient aussi une box avec des outils qui permettent de valoriser, d'encourager les élèves. Donc par exemple des affiches inspirantes ou encore des messages de défi, des messages de récompense aussi. eKids propose
également un accompagnement personnalisé avec les professeurs. Il y a une méthode e-Kids, il y a une façon d'aider particulière? Oui, c'est assez spécifique. Il y a 5 étapes. La première, à la découverte de moi et des autres. Donc là, l'élève prend conscience de ses qualités et de celles de ses camarades, puis ils échangent en groupe sur ses qualités. La deuxième, c'est l'idée. Les élèves identifient une problématique, puis réfléchissent avec leur enseignant à une innovation en fonction de critères qui sont très sérieux. Utilité, faisabilité, originalité. Et ils votent tous ensemble pour le projet qui va être le plus pertinent pour la classe. Une fois qu'on a l'idée, il faut quand même passer à l'action. Voilà, donc les élèves rencontrent un entrepreneur pour s'inspirer et avoir des outils. Puis ils vont ensuite développer un plan d'action pour réaliser leur projet, donc budget, recherche de partenaires, etc. Enfin, la 4e étape, ils réalisent. Donc là, ils suivent leur plan d'action, leur budget. Évidemment, il y a des aléas, l'entrepreneuriat. Ils peuvent rencontrer des difficultés, mais comme ça fait partie du jeu. Et puis après, enfin, il faut valoriser voilà. étape. Donc il y a toujours un événement de clôture qui est organisé pour mettre en avant le projet, donc avec les parents ou alors auprès des bénéficiaires de leur innovation. Ils présentent leur entreprise. Alors là, la question qui maintenant brûle les lèvres, c'est est-ce que vous avez des exemples là? Oui, je vous laisse découvrir en vidéo. Super, plein de projets. En plus, on pouvait voir qu'ils avaient tous un impact social ou environnemental très ancré dans les territoires. On a mesuré les bénéfices de tous ces projets, toutes ces actions? Alors pour l'enfant, cela renforce ses qualités entrepreneuriales, dont son organisation, évidemment, son estime de soi, le travail en équipe et la prise de parole, notamment lors de la restitution, la dernière étape. Il y a aussi un lien qui se crée avec les personnes auprès desquelles le projet est valorisé. Donc quoi, les parents, les bénéficiaires du projet? Tout ça. Ça touche combien d'enfants au total? Environ 2000 élèves par an, collégiens et lycéens, sont concernés. Et 9 écoles primaires sur le territoire dunkerquois sont concernées. Tester e-Kids. Exactement. Super, merci beaucoup Marie. Ça me fait penser un petit peu au mouvement qu'avait lancé Kiran Birsetti en Inde sous le nom Design for Change et qui est arrivé en France sous le nom Bâtisseur de possibles. On en avait parlé avec Florence Rizzo qui l'avait importé en France. Toutes ces initiatives, Véronique, ça vous parle? Ah oui, ça me parle beaucoup. Ouais. C'est vraiment... Vous les connaissiez, eux? Alors, eux, je ne les connaissais pas, mais je connais BGE. Et effectivement, ce sont des acteurs avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler sur des projets similaires, mais plus sur les collégiens et les lycéens. Mais effectivement, vous le disiez, c'est vraiment très important de commencer le plus tôt possible. Et pour avoir eu des échanges lors de colloques avec des collègues québécois, c'est important qu'on s'inspire effectivement et c'est vraiment très chouette. Merci beaucoup Marie, merci Véronique, on était ravis de vous accueillir sur le plateau de La Quotidienne. Vous êtes maintenant conseillère du recteur de la région Île-de-France sur les relations école-entreprise. Après avoir créé cette association dont vous vous occupez plus directement maintenant, mais qui a été importante et qui l'est toujours, les rencontres école-entreprise, ça nous faisait plaisir de vous présenter aux téléspectateurs de School TV parce que vous êtes une actrice importante sur ces questions-là en France. Merci aussi évidemment à toute l'équipe, au maquillage Emma Razafin-Dralambeau, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée par Charles Fontaine, et puis au son Saïd Mamou, à la réalisation Raphaël Morel. Vous restez sur School TV évidemment et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.